Mise en garde. Le balado a pour but de partager des histoires personnelles uniquement et non de vous inciter à entreprendre des thérapies ou à consommer des produits en particulier. Veuillez toujours consulter votre médecin au préalable si une avenue thérapeutique exposée lors d'une de mes entrevues semble intéressante pour vous. Gardez un esprit critique, mais ouvert. Et surtout, informez-vous. À part les pommes, nous sommes le 11 septembre 2024. Il s'agit du 17e épisode. Bienvenue. Cette semaine, j'ai rencontré Josiane Villeneuve. Josiane, je la connaissais pas du tout. Elle est apparue dans un fil de nouvelles LinkedIn. Je ne sais pas pourquoi. Comme ça, tout bonnement. Et dans son post, elle écrivait qu'elle avait passé à travers une condition médicale et de la façon qu'elle en parlait, je trouvais ça très inspirant, très positif. Et donc, je lui ai écrit tout bonnement. Et elle a accepté vraiment gentiment de venir me rencontrer, de parler de la condition parce que je trouvais que ça fitait tellement avec le podcast. Donc, merci Josiane de t'être prêtée au jeu. Ça fut une super belle rencontre. Et il y a des choses qui se répètent et qui me fascinent parce qu'elles se répètent justement. Avec ce podcast-là, il y a des choses qui s'éclaircissent, je trouve, dans la guérison ou dans les choix qu'on peut prendre pour s'aider dans certaines conditions. Enfin bref, je vous laisse entre les mains de Josiane. Elle va nous expliquer quelle est sa condition, qu'elle vit toujours encore avec d'ailleurs. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez me suivre sur Instagram à parler pommes ou vous inscrire, vous abonner à mon YouTube. Et donc, sur ce, je vous souhaite une belle écoute. All right, come on, get the news over with. I want to hear the music. Bonjour, Josiane. Bonjour, Roxane. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Bienvenue à mon podcast. Merci de ton invitation. Je me sens choyée d'être avec toi cet après-midi. Mon Dieu, mais le plaisir est tout pour moi, en fait. J'ai rejoint Josiane par hasard sur LinkedIn. On se connaît pas. Zéro pin barre. Je ne connais pas, mais je trouve que la chimie est déjà bonne. Oui. Et puis, par hasard, tu n'es même pas dans ma liste d'amis, mais tu as mis un post. Je ne sais pas pourquoi c'est apparu, mais tu parlais d'une condition médicale dont tu as été diagnostiquée en 2020 et le parcours auquel tu as fait face, que tu as passé à travers. Et ça m'a tellement inspirée, j'ai dit, je vais la contacter. Moi, je veux qu'elle vienne à mon podcast. Et la voici, elle a accepté. Donc, merci beaucoup d'avoir pris cette chance-là d'une madame qui t'invite chez elle pour faire un podcast. Donc, Josiane Villeneuve, bonjour. Bonjour, Roxane. Puis, je veux dire que quand tu m'as contacté, l'angle dans lequel tu fais ton podcast m'a interpellée parce que moi, dans mon parcours, j'ai eu à m'inspirer de d'autres gens autour de moi qui ont vécu des difficultés au niveau médical, puis à mon tour maintenant de peut-être venir aider ou inspirer des gens qui vivent des situations difficiles et de venir leur dire que malgré le fait que des fois le parcours est long, hein, parce qu'on en discutait, là, ça m'a pris quand même 3 ans et demi à revenir à un niveau d'énergie globale où j'étais avant de vivre cette situation-là. Donc des fois, ça peut être décourageant. Des fois, on se demande, on est sur la bonne voie, puis d'entendre des gens qui ont passé à travers ça, des fois, en tout cas, moi, personnellement, ça m'inspire, puis ça me redonne de la motivation à continuer de peut-être trouver la solution qui va fonctionner pour moi. Fait que c'est comme un passer au suivant, là, en ce moment. Exactement. Il faut être là, des fois, dans la vie, passer au suivant. Fait qu'on va nommer ta condition en 2020. Février 2020, tu as été diagnostiquée avec la thyroïdie d'Hashimoto. Tout un nom. Ça l'attaque la glande thyroïde, finalement. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ta glande thyroïde? C'était quoi tes symptômes au départ? En fait, il faut savoir que quand on a une maladie auto-immune, c'est une maladie auto-immune, la thyroïdie d'Hashimoto, donc c'est tes anticorps qui s'attaquent à ta glande thyroïde et qui font débalancer un paquet d'hormones dans ton sang. Et là, pour chaque personne, ça peut être différent, mais pour moi, ça s'est surtout matérialisé par une baisse d'énergie énorme jusqu'à n'être plus capable de dormir. Donc, je dormais au pic de la maladie qui n'était pas encore diagnostiquée, 45 minutes par nuit. Oh, OK. Oui. Tu sais, ça a diminué avec le temps, mais j'ai vécu un mois et demi à 45 minutes de sommeil par nuit.
Et moi qui étais capable de faire des siestes dans l'après-midi, tu sais, des petites siestes de 20, 30, 45 minutes. Moi, je suis capable de faire ça dans la vie de manière générale. C'est pas tout le monde qui est capable de faire des siestes, là, vous me direz. Mais je n'étais plus capable de faire des siestes malgré le fait que je dormais 45 minutes. Alors, ça a été le déclencheur numéro 1 qui m'a dit, OK, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ça faisait des années, tu sais, c'est arrivé assez rapidement ou quand tu y penses, tu fais « Ouais, c'est vrai que je commençais à être fatiguée depuis déjà quelques années. » C'est une très bonne question parce que maintenant que je suis capable d'apprécier le parcours que j'ai fait et de me poser les bonnes questions, je pourrais te dire que c'est pas arrivé en 2020. Ça a fort probablement commencé en 2017 où la fatigue a commencé à s'installer, mais insinueusement. Tu sais, je veux dire, je suis pas tombée fatiguée puis capable de faire mes tâches au quotidien du jour au lendemain. Il faut dire que de manière générale, mon entourage me dit tout le temps que ma batterie, quand elle est à 100, est à 125, moi. Puis c'est vrai, je roule sur une batterie à 125. Oui, tu me sembles avoir cette batterie-là. Fait que, tu sais, du jour au lendemain, quand t'es rendu à 110, 100, 90, 75, puis qu'elle remonte pas, même si les médecins, dans mes premiers mois de consultation, me disaient, ben tes prises de sang sont belles, tu es capable de vaquer à tes occupations journalières quotidiennes. J'étais comme, mais vous comprenez pas, là. Tu sais, moi, dans la vie, c'est pas mon niveau. Je suis entrepreneur, j'ai 2 jeunes enfants, je fais du triathlon, puis je me suis jamais sentie fatiguée de ça, là. Oui, il y a des moments où je ralentissais, il y a des moments que que moi j'appelle de recharge. J'avais ça dans ma vie. Mais soudainement, même s'il était là, c'est comme une batterie de cellulaire, tu sais, elle ne recharge plus. Ouais. Tu n'es pas capable de passer ta journée sans plugger ton cell. Pour moi, c'était comme, mais non, ça ne peut pas marcher comme ça. Ouais. Puis, ils ont diagnostiqué la maladie d'Hashimoto. Ils m'ont médicamenté. Hein, j'ai pris un médicament pour gérer ce problème-là au niveau de la glande thyroïde. Mais malgré ça, ma batterie montait à 100, puis c'était le maximum qu'elle pouvait aller. Okay. Et je questionnais les endocrinologues parce que quand tu as une maladie auto-immune qui est diagnostiquée par un médecin généraliste, il t'envoie voir un spécialiste qui est pour la glande thyroïde, un endocrinologue. Ouais. Et l'endocrinologue me disait sur papier, Madame Villeneuve, tout est parfait. Puis j'ai comme, mais non, mais tout n'est pas parfait, monsieur. Ouais. Ma batterie est à 100 et ma batterie, normalement, est à 125. Ouais. Et là, on me disait, c'est la pandémie, c'est normal que vous vous sentiez plus fatigué. Ce qui n'est pas faux de penser ça, là, c'est pas faux. Puis, on m'a demandé de consulter aussi en santé mentale. J'avais peut-être un épuisement professionnel ou quelque chose comme ça. Puis, moi, j'ai des amis, là, j'œuvre quand même en RH, fait que j'ai des amis qui sont psychologues organisationnels autour de moi, à laquelle j'ai posé des questions. Puis, avec leur réponse, je me suis dit, je suis pas en épuisement professionnel. Tu sais, malgré le fait que je dormais 45 minutes par nuit, je servais encore mes clients. Ouais. Et je n'avais pas le goût d'aller servir mes clients. Tu sais, un épuisement professionnel, ça fait que tu n'es pas capable d'aller au travail. Tu sais, tu vas au travail, puis n'importe quelle affaire qui va se passer, ils vont venir te chambouler du bout en bout. Je n'étais pas là, moi. J'étais juste genre, j'ai pas la capacité physique, mentale et émotionnelle de faire mon travail parce que je dors 45 minutes par nuit, puis veut pas, ça vient attaquer toute ton énergie globale. Ouais. Et je me suis mis à questionner. Puis l'autre affaire qui m'a mis à questionner puis aller voir ce spécialiste-là que je vais vous nommer, c'est que ça faisait 3 ans avant que la difficulté de trouver le sommeil arrive, que je vivais à tous les 6 mois environ des gros rashes au niveau de la peau. Et partout sur le corps? Partout sur le corps. Okay. Puis ça s'accompagnait d'une très grande brûlure d'estomac pendant 2 heures. Puis là, après la brûlure d'estomac, sortait le rash total. J'avais consulté... pas que c'était comme une allergie. Tu pensais peut-être que c'était une allergie, en fait? Je pensais que c'était une allergie. Ouais. Puis j'ai consulté des dermatologues, j'ai consulté des spécialistes... allergistes. J'ai consulté une panoplie de professionnels. Personne ne savait ce que j'avais. Puis moi, j'étais comme... Puis là, on a fait des essais-erreurs, tu sais. On a arrêté de manger des tomates qui est très acide. Ils pensaient que j'étais allergique à quelque chose qui faisait en sorte que ça venait là. Ouais. Mais en fait, c'était tout mon système endocrinien qui était inflammé et qui... la réceptivité sortait par la peau. Ouais. Exact. J'étais rendue à un degré d'inflammation tellement grand que ça sortait par la peau. C'était plus capable de rester en dedans dans mon corps. Et c'était très douloureux parce que
quand le rash était sorti, c'est comme si c'était un shutdown total de mon système. Puis pendant 3 semaines, là, c'était... écoute, j'étais une larve, là, clairement. Là, j'avais de la misère à travailler, j'avais de la misère. Puis là, ça remontait jusqu'à la prochaine... Est-ce que tu étais médicamentée aussi pendant cette période-là ou Non. pas encore? Là, on est environ en 2017-2018 quand ça commence ça. OK. Fait que ça, c'est un autre symptôme. La fatigue, les rashes, la douleur à La l'estomac. douleur, oui, la douleur à l'estomac. Et jusqu'au temps que, là, on diagnostique Hashimoto, on médicamente et ça allait toujours pas mieux. Puis là, la médecine générale, la médecine normale telle qu'on le connaît, médecine généraliste, endocrinologue, avait le même discours. On est arrivé à la limite de ce qu'on pouvait faire. Sur papier, tes prises de sang sont belles. Ta glande, elle est gérée. Puis là, j'étais comme, non, il y a quelque chose d'autre qui ne fonctionne pas. Et là, j'ai repensé à mes rashes et il y a un ami qui m'a dit... Tu sais, Josiane, tu devrais peut-être consulter un naturopathe. OK. Fait que, à ce point-ci, j'étais comme, moi, je vais tout essayer, ce qu'on me suggère. Puis il m'avait raconté son histoire que lui avait vécue. Puis je me suis dit, OK, why not? Je vais essayer aussi, moi, le naturopathe. T'en as-tu parlé au médecin avant? Oui, j'en ai parlé au médecin. C'était correct. Puis elle me dit, écoute, Josiane, si toi, tu sens que t'as un... En fait, j'avais 2 sons de cloche complètement différents. L'endocrinologue était dans... la médecine a tout fait ce qu'elle pouvait faire. OK. Moi, je peux plus rien pour toi. Puis mon médecin général qui m'avait référé au médecin en endocrinologue, au spécialiste, parce qu'elle est arrivée aux limites de ses compétences au niveau de la glande thyroïde, là, et te vire vers un spécialiste. Elle m'a dit, Josiane, clairement dans la vie, il n'y a pas juste un chemin pour arriver à nos résultats. Là, tu as passé par la médecine conventionnelle. À toi de voir si la médecine qui est plus dite douce, alternative peut t'aider. Et là, moi, je me suis virée vers la naturopathie parce qu'il y a un ami qui m'a partagé son histoire, puis lui, ça l'avait aidé. Et là, le naturopathe, il était naturopathe ostéopathe. Et il m'a dit, tu sais, Josiane, il dit normalement, quand on vit des gros rashes comme ça, puis qu'on a des problèmes avec notre glande thyroïde, il y a des aliments inflammatoires qu'on n'est pas capable d'absorber dans notre système, puis il va falloir te tester pour voir qu'est-ce qui t'inflamme comme ça, puis les retirer complètement, drastiquement pendant une certaine période de temps pour diminuer l'inflammation interne. Et là, le gluten, ça a été le premier inflammatoire qui est ressorti très, très fort. Le lactose a sorti aussi. Puis, tout ce qui est orge, autre que le gluten, là. Mais là, il me dit, on va commencer par le gluten parce que c'est ton inflammatoire principal. Puis, anyways, on ne pourra pas voir s'il y a une incidence si on en enlève trop en même temps. Puis aussi, ça va être un beaucoup trop gros changement pour toi. Ben oui. Puis, pour ceux qui suivent un peu le podcast, épisode 1, on parle inflammation. Même affaire, gluten et lactose. Je suis contente que tu en reparles. Oui, vous irez voir ça. J'étais un peu, je vais être complètement honnête, là, très sceptique avec cette approche-là. Là. Ouais. On était mars 2021 à peu près, donc je vis avec la maladie d'Hashimoto depuis mars 2020. Là, ça va un petit peu mieux parce qu'on me médicamente, puis je me dis non, je suis pas encore à mon top. Fait que moi, tu sais, dans la vie, j'ai toujours cette recherche de performance-là. Tu sais, c'est intrinsèquement à l'intérieur de moi, que ça soit personnel ou professionnel, je vais toujours être dans un certain angle de performance, mais maintenant beaucoup plus avec de bienveillance qu'avant, parce que la machine qui a toujours servi à être performante, Josiane Villeneuve, là, elle me donnait des signes qu'elle avait besoin qu'on lui donne de l'amour. Fait que c'est beaucoup ça aussi que j'ai appris dans ce parcours-là. Mais en mars 2021, quand j'ai consulté le naturopathe, on a arrêté le gluten de ma vie comme si j'étais cœliaque, là. Tu sais, j'étais pas cœliaque et on m'a envoyé à l'hôpital pour regarder si j'étais cœliaque parce qu'avec l'inflammation que j'avais... Tu avais donc fait les tests sanguins pour les marqueurs d'inflammation? Oui. Oui, OK. Puis... c'était très haut. C'était très haut, mais j'étais pas cœliaque. Fait que, mais il fallait rapidement... Puis tu sais, quand on dit drastiquement, là, c'est dans les épices, dans les... Tu sais, il y en a qui sont tolérants, mais ils vont quand même conserver... même s'ils mangent une sauce brune dans laquelle il y a de la farine, c'est tellement très peu de farine pour le volume qu'ils ne seront pas en réaction. Ouais. Et le naturopathe m'avait dit, un jour, tu vas peut-être arriver là parce que l'inflammation va être totalement gérée. Mais aujourd'hui, tu coupes ça comme si tu étais cœliaque. Fait que moi, je suis ressortie de son bureau, là. Puis là, j'étais comme, je m'excuse, mais je vais vraiment dire ça. What the fuck? Comment je vais faire ça, tu sais? Puis là, c'est aussi faire un changement, un virage à toute la famille, là, parce que c'est pas vrai que je vais cuisiner 2 repas le matin, midi et soir, là, ça va pas y arriver. Ouais. Fait que
le gluten a été conservé dans le reste de ma famille quand on n'est pas en des repas où tout le monde, on est ensemble. Fait que dans les lunchs des enfants, ils mangent encore des sandwichs avec du pain normal, là, parce qu'eux, ils n'ont pas à vivre nécessairement 100% du temps avec ce que moi je vis. Ouais. Mais dans nos repas conjoints, à moins que je puisse vraiment bien le séparer, il n'y a plus de gluten. Puis mais là, c'est-tu aussi dans la préparation, ça touche à rien comme cœliaque? Oui, au début, c'était ça. OK. Là, maintenant, c'est plus ça. Là. Même couteau, c'est pas grave. Oui, même couteau, c'est pas grave. Sur le barbecue, même si le gluten de contact, c'est plus grave maintenant. Okay. Mais les 3, 4, 5 premiers mois, mon naturopathe m'avait conseillé fortement pour voir, premièrement, est-ce que ça a une incidence sur le niveau d'énergie? Puis il m'a dit, tu es tellement intolérante que ça me surprendrait même pas que quand on va faire diminuer l'inflammation, tu diminues ton taux de médicaments aussi que tu prends. Parce que l'inflammation vient activer les anticorps de ta glande thyroïde. C'est ça que ça fait, l'inflammation, dans des personnes qui vivent avec l'Hashimoto comme moi. Ça a pris 3 mois et je ne prenais plus de médicamentation. Médicaments. Je n'étais plus médicamentée. Peu importe, ça, là. Fait que c'est ça. Wow. Fait que on a... Puis il m'a dit, tu vas le voir, il dit, quand le médicament va être trop fort, tu vas commencer à shaker. Là, quand on est trop médicamenté, c'est ça que ça fait. Puis il dit, descends-le par toi-même. Tu n'as pas besoin d'aller voir le médecin pour ça. Fait que j'avais demandé à mon médecin... Non, parce que l'endocrinologue me disait sur papier, j'étais correct. Fait qu'il n'aurait jamais voulu que je diminue... les médicaments. Ouais. Mais juste parce que, tu sais, je hausse la tête parce que je pense pas que le naturopathe a le droit de te diriger dans tes médicaments. Non, mais il m'avait dit, si tu veux en parler, parle-en avec ton médecin. Fait que j'avais contacté ma médecin généraliste, pas l'endocrinologue, pour lui dire dans quelle direction je m'en allais. Ouais. Est-ce que ça faisait du sens pour elle ou pas? Puis ça faisait du sens. Fait qu'elle dit, écoute, ton corps, de toute manière, on va reprendre des prises de sang dans 4 mois. Parce qu'à ce moment-là, j'avais des prises de sang relativement régulières, aux 3 mois, pour me suivre. Fait qu'elle dit, on verra. Elle dit, si c'est la bonne approche que tu as prise, puis si ça a les résultats escomptés. Puis, quand j'ai repris mes prises de sang, on m'a demandé, est-ce que tu prends en compte tes médicaments? J'ai dit non, puis elle dit, tes résultats sont vraiment très beaux. Merveilleux. Fait que, elle dit, ils sont au même point qu'ils étaient, sauf que j'avais plus d'énergie. Fait que le traitement d'enlever le gluten de ma vie a fait diminuer beaucoup l'inflammation. Ouais. Puis après ça, quand l'inflammation était assez diminuée puis qu'on a vu que ça avait un résultat concret, là, j'ai enlevé le lactose pour voir si j'allais aller chercher un gain supplémentaire. Et oui, je suis allée chercher un gain supplémentaire, mais là, ça a été beaucoup plus facile parce que j'avais tellement appris du gluten qu'enlever un autre élément de ma vie, c'était maintenant comme... Aujourd'hui, on me dirait, faut que tu peux plus manger Y. Je trouverais pas ça si complexe. Ouais. Quand on me dit, là, en 2021, il faut que tu enlèves le gluten, j'étais comme, oh my God, mais le gluten, il est partout. Le lactose n'est pas partout, là. Ouais, fait que... mais fait que c'est ça. Fait qu'il y a une grosse organisation, planification, puis il y a beaucoup aussi d'informations. Fait que je me suis mis à suivre des influenceurs sur Instagram dans toute la nutrition sans gluten, sans lactose. Tu sais, cas pour Catherine, cuisine beaucoup sans lactose, sans gluten. Fait que j'ai réappris à cuisiner parce que quand tu cuisines sans lactose puis sans gluten, c'est pas la même chose du tout. Ouais. J'ai appris aussi à comment gérer ça pour moi-même sans trop impacter aussi les membres de ma famille, là, mes 2 enfants et mon mari. Fait que ça aussi, parce qu'eux autres, ils ont le droit de manger du gluten. fait que c'est ça. Mais aujourd'hui, je vais en manger du gluten. Mettons que je suis à un endroit puis que je vais minimiser le gluten que je vais ingérer parce que oui, si j'en ingère trop, je vais avoir... L'énergie, c'est toujours la première chose. Là, je dors moins bien, j'ai moins d'énergie dans ma journée. Ça, je le sens là, rapidement. Mais si je mange un demi... il ne faudrait pas que je mange du gluten le matin, du gluten le midi puis du gluten le soir. Il faut que je sois alerte de ça. Mais là, je peux en ingérer une petite portion sans... Tu t'es invité quelque part, tu t'écœures pas personne puis tu dis « correct, je vais le prendre ». Quelque chose comme ça. Là. Oui, puis tu sais, je vais pas... tu sais, mettons que c'est un sandwich, je vais comme enlever une tranche de pain puis je vais juste manger une tranche de pain. Tu sais, je vais y aller comme ça.
Puis aujourd'hui, bien, c'est beaucoup plus facile de vivre sans gluten qu'il y a 10 ans. Là. Oui, il y a beaucoup mon plus Dieu, d'options. choix, Tu sais, oui. le Costco, entre autres, a une rangée complète sans gluten. Les restaurants aussi Oui. sont beaucoup plus outillés aussi pour nous faire manger sans gluten. Fait qu'aujourd'hui, c'est quand même relativement facile de faire ça. Ouais. Mais ça a été la première chose que j'ai fait, là, consulter un naturopathe pour comprendre là, pourquoi je m'étais rendue là. Puis les rash provenaient de ça aussi. C'est ça, t'en as plus après? J'en ai je plus te après. demandais. OK. Plus de rash, plus de maux d'estomac. Il y a des choses que je n'étais plus capable d'ingérer au pic de mon intolérance au gluten et de ma maladie d'Hashimoto, que maintenant je suis capable de remettre dans ma vie, comme le vin rouge. Le vin rouge, je n'étais plus capable de le digérer. Je ne pouvais plus en prendre une coupe. J'étais malade comme si j'avais pris 4 bouteilles. Oh, oui. Oui. OK. Fait que une coupe de vin rouge. Wow. Aujourd'hui, je prends une coupe ou deux, puis mon corps le digère parce que je suis plus inflammée du tout. Mais ça a pris à peu près 3 ans à arriver là. Puis, dans le parcours de 3 ans, c'est invité aussi la périménopause. Alors quand t'as un Hashimoto, c'est encore plus compliqué. Ben là, les hormones. Fait que là, T'as un c'est autre ça. système qui est comme « Salut! Quand je pensais que ça allait super bien puis que j'allais pouvoir me mettre sur le cruise control, Evelyne, elle s'est invitée. Et là, j'ai fait comme « Oh non, elle viendra pas tout défaire ce que j'ai fait, elle. » Et là, vu que j'avais beaucoup appris de mes 2 dernières années, je me suis fait accompagner par des spécialistes en hormonothérapie. Voyons, j'ai de la misère avec le mot. Tu sais, je suis de celles qui ont écouté l'Automéno de Véronique Cloutier. » Oui, Et moi, dans mon souci de performance et t'as d'efficacité, eu la loterie. j'ai quasiment, peut-être pas aussi intense qu'elle, mais j'ai consulté le bureau de médecin qui était mentionné dans Oui. J'ai eu la chance que ça soit pas loin de chez nous. Ah, wow! Fait que je suis allée au privé parce que j'avais pas la patience de me donner un autre 3 ans pour y arriver parce qu'au public, c'est très long. Puis je suis chanceuse, j'avais la possibilité de me payer au privé ce traitement-là, ce soin-là. Puis rapidement, j'ai eu affaire à un médecin qui comprenait ma condition médicale et on était capable de tout remettre ça ensemble, ajuster bonne dose avec ta condition. avec ma condition. Puis ça, c'est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre toute ma vie, dans le sens où je ne peux pas me dire pendant 10 ans, je vais surfer une vague, je vais toujours avoir à revisiter selon ce que la vie m'apporte, puis comment ça évolue, parce qu'on ne le sait pas. Comment la glande aussi va réagir à plein de choses. Tu sais, puis la périménopause, on ne sait pas si ça dure 2 ans, on ne sait pas si ça dure 5 ans, on ne sait pas si ça dure 10 ans. Ça dépend de chaque femme, puis on ne sait pas à l'avance, puis on ne sait pas non plus comment ça évolue. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je me fasse suivre aux 6 mois pour m'assurer que tout va bien, puis que je ne redescends pas trop profond avant qu'on soit capable de faire quelque chose. Fait que c'est obligé d'être intégré dans ma vie. Puis quand je vais arriver en phase de ménopause, ça va être la même affaire. Il va falloir repenser à tout ça. Puis autant qu'une autre femme qui n'a pas de condition médicale que comme moi, mais encore plus dans ma condition. Fait que ça, c'est de plus en plus des choses que je parle parce que les femmes ont amené à vivre ça dans notre vie. Ouais, puis on pense qu'on va vivre ça dans la fin quarantaine, début cinquantaine. Puis moi, j'ai commencé, selon le médecin, là, j'ai 44 ans. J'ai commencé à vivre des symptômes de la périménopause à 42 ans. Puis le médecin m'a dit, ça fait certainement 2 ou 3 ans que tu es là-dedans parce que j'étais quand même assez avancée en termes d'étapes. OK. Fait que Elle pouvait le savoir avec environ. ses examens. Là. Ouais. OK. J'avais 39-40 ans quand ça a commencé. C'est relativement jeune. Oui. Mais il y a beaucoup de femmes qui vivent ça relativement jeune. On pense que c'est jeune, mais c'est peut-être plus commun qu'on pense. Je pense. Moi, je pense que oui, parce que c'est ça aussi que j'ai appris en parlant avec les gens. Des fois, on dirait que c'est un sujet encore tabou, malheureusement, ces sujets-là. Parce que les femmes, des fois, qui vivent cette situation-là, vont avoir l'étiquette de « c'est une folle ». Puis, oui, ben oui. on a encore dans la société une évolution à faire à ce niveau-là. Puis pourtant, c'est une condition hormonale qui est en train de changer, à laquelle, oui, on vit certaines choses, mais qui ne méritent pas cette étiquette-là. Puis souvent, quand on en parle, moi, j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui m'ont dit « OK, mais peut-être que je suis là-dedans, moi aussi, d'abord. » Oui, carrément. Puis on n'a pas besoin de vivre des gros chamboulements pour, tu sais, simplement le manque de focus, de concentration, tu sais, le brain fog qu'on dit en permanence, ça en est des symptômes. Oui.
de périménopause. C'est sûr qu'il faut se faire diagnostiquer parce que ça peut être autre chose, là. Mais on pense que souvent, ça va être juste une histoire de règles ou ça va juste être une histoire... On vieillit, c'est la vie, c'est comme ça. Oui, moi, j'ai eu un médecin qui m'a dit c'est normal, tu vieillis, il faut que tu acceptes tes changements. Oui. Mais il n'y a pas tort. Je veux dire, oui, il faut accepter nos changements. C'est vrai, on vieillit. Cependant, je pense que maintenant, on est capable aussi d'éviter de tomber dans la grosse dépression que ça peut venir avec. Il y a une manière d'être accompagné avec ça et non juste de le laisser de même faire comme « c'est ça, arrange-toi », tu sais, parce que on dirait pas ça de d'autres maladies non plus, tu sais, on t'a pogné ça, là, fait que arrange-toi, tu sais, non, on accompagne et ça fait ça aussi, on accompagne, tu sais. Puis il y a beaucoup de subjectifs là-dedans, dans le sens que, tu sais, tes médecins, ton endocrinologue, il se base sur un chiffre. Fait que lui, super objectif, mais, tu sais, il n'y a pas juste l'objectivité dans une condition. Je suis d'accord avec toi, puis tu sais, les médecins qui m'ont accompagnée, je pense que c'est ça que j'ai apprécié. On a été dans l'objectivité, donc on m'a fait prendre des prises de sang pour aller doser le taux d'hormones X, Y, Z. Là, il y en a une panoplie qui dose quand ils soupçonnent que tu es dans cette condition-là. Et avec mon Hashimoto en plus. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai dit à la base pour qu'on puisse le considérer dans le truc. Mais il te passe un questionnaire subjectif aussi. Ah, c'est bien. À laquelle le diagnostic va être posé. C'est pas juste sur des données sanguines qui, oui, je suis certaine qu'il faut prendre en considération. C'est pas quelque chose qu'il faut ignorer. Mais rentrer dans le subjectif aussi, comment la personne se sent, comment elle vit au quotidien. Fait qu'ils te l'ont demandé. Et pour l'accompagnement à la périménopause, oui. OK. Ça, ils m'en ont demandé. Mais quand je me suis fait traiter pour mon Hashimoto, on a basé mon accompagnement seulement sur les tests sanguins. Ah, c'est ça. Oui, OK. Donc, Puis moi, je t'ai intéressée aussi, là, on parle vraiment des symptômes physiques, mais là, moi, je vais aller dans les symptômes émotionnels. Parce que, tu sais, bon, qu'est-ce qui cause la maladie? On ne le sait pas, on ne le saura peut-être jamais. C'est auto-immun. Pourquoi on a de l'auto-immun? Est-ce que, puis tu n'es pas obligé d'en parler, mais selon toi, y a-tu un déclencheur émotif également dans ta vie? Un déclencheur émotif dans ma vie? Qui aurait pu causer des problèmes de santé? Ça se pourrait, oui. Quand j'avais 12 ans, mon père a perdu son emploi. Mon père avait 44 ans dans ce temps-là, mon âge aujourd'hui, 44 ou 45. Mon père a vécu une situation professionnelle vraiment difficile. Il s'est fait remercier après beaucoup d'années à la tête d'une organisation de par un geste qu'il a commis. Donc, mon père a été traduit en justice, passé devant la cour, etc. Puis, à la suite de ça, moi, je viens de Saguenay. Donc, on est une petite population. Ça a été difficile pour mes parents de rester dans la région, tellement que c'est devenu médiatisé. Donc, à ce moment-là, moi, j'étais rendue à l'université, donc j'avais quitté le Saguenay. Je suis allée à l'université à Montréal. Donc, moi, j'étais partie. Ma soeur était partie aussi. Ma soeur était à Québec, puis mes parents ont décidé de déménager, eux autres aussi, parce que c'était trop rendu intense pour eux dans la région. Donc, c'est sûr que quand moi, j'ai vécu ça, j'étais en secondaire 2. Puis j'ai vécu les années un petit peu difficiles de mes parents avec le regard de tous et chacun. Puis on va se le dire, là, dans ces années-là, c'est dans les années 90, quand tu avais un dossier criminel, te replacer en emploi était quelque chose de très difficile. Ouais. La discrimination était vraiment très présente. Donc, c'est sûr et certain que c'est probablement venu teinter émotionnellement là, mon parcours. C'est là que je suis devenue, puis c'est ça, je l'explique, je l'ai déjà beaucoup expliqué sur LinkedIn, là, c'est là que ma résilience s'est beaucoup développée. Oui. Parce que j'ai vu mes parents n'arracher énormément. Puis moi, je m'étais promis que ce qu'ils avaient vécu ne viendrait pas teinter le parcours que moi, je voulais vivre en tant qu'adulte, puis dans l'atteinte de mes objectifs, parce que mes parents, tout l'argent qu'ils avaient mis de côté pour les études de moi puis ma soeur, ben ça l'a passé dans le moment où mon père n'était plus en emploi. Puis moi, mon père était le seul qui travaillait. Moi, je suis dans une génération que les mères étaient encore à la maison.
pas pour la totalité des mères, là, mais que c'était encore là où ils prenaient la décision de rester dans la famille. Donc, il y a juste mon père qui avait un salaire. Fait que, veut pas, toutes les économies globales de la famille, ils sont passés à ce moment-là. Donc, c'est sûr et certain que c'est venu teinter beaucoup de choses dans ma vie. De stress, là. Oui, c'était un énorme stress parce que j'ai vu mes parents vivre énormément de stress, avoir énormément de peine, vivre énormément de difficultés. J'ai vu mon père consulter des psychologues parce qu'il y avait des idées suicidaires. Donc, tu as 13, 14, 15, 16 ans. Ouais. C'était peut-être pas la situation idéale. Familiale idéale. Fait qu'après ça, quand on a tous eu nos vies à l'extérieur, où on a tous eu cet espace-là, là, ça a commencé à retomber, là, la poussière a retombé. Puis là, c'est commencé à mieux aller, mais c'est sûr qu'émotionnellement, c'est venu teinter une grosse partie de ma vie. Ouais. Une trame de fond, là. Il y a une trame de fond de qui je suis aujourd'hui. C'est sûr et certain que... Oui. Ben écoute, je voulais pas que tu ailles jusque-là, mais c'est intéressant dans le sens que je pense que des fois, on a des chocs. Tu sais, mettons, toi, tu penses que c'est arrivé vers 2017, tu sais. Tu m'aurais dit, ah ouais, en 2016, je sais pas, moi, il est arrivé telle affaire, tu sais. Ça aurait peut-être pu coller. C'est pour ça que je disais ça, mais... Mais je suis sûre que ça a collé pareil. Oui. Même si c'est arrivé en 1992. Oui. Oui. C'est... parce que, tu sais, les chocs internes, ils s'expriment pas toujours... Immédiatement. Ouais. Surtout quand tu as la capacité de t'auto-gérer là-dedans puis que tu gardes ça bien profond au fond de toi-même. Tu le contrôles. Que tu le contrôles. Parce que j'ai été énormément d'années sans être capable de mentionner ça. De peur de me faire juger, de peur le fait de me faire associer des choses qui ne m'appartiennent pas parce que mon père a fait. Ouais. Puis aujourd'hui, je comprends que non. Mais quand j'avais 15, 16, 17, 18, 19, 20 ans, c'était pas des choses que j'étais capable de normaliser. Ouais. Fait que ça a dû rester à l'intérieur de moi beaucoup, beaucoup d'années avant que je sois capable. Tu faisais partie de la famille, tu étais comme quasiment... accusée par la bande. Là. Exactement. Ouais. Moi, je me sentais comme ça, puis j'ai compris que non. Ouais. Mais c'est un cheminement aussi qu'il faut faire à travers ça. Là. Puis, mes parents se sont fait accompagner, puis nous, on s'est fait accompagner. Fait qu'ultimement, on était capable de le nommer, puis on était capable de le gérer à l'intérieur de la famille. Aujourd'hui, on est tous encore unis, puis personne n'a renié personne. Là. Puis je pense pas que c'est tout le monde qui vit ça, qui est capable d'avoir ça. Mais émotionnellement, ça a dû teinter une grosse partie de ta situation. Puis là, justement, pendant ta situation, comment tu as pris ça quand tu as eu ton diagnostic? T'étais-tu soulagée de savoir qu'il y avait quelque chose, c'était pas juste dans ta tête? T'étais-tu fâchée? T'étais-tu triste? Comment tu as vécu l'accueil de ton diagnostic? Je pense que je suis passée par toute la gamme d'émotions. Tu sais, quand on dit la courbe du deuil, là, je suis vraiment passée là-dedans. Au début... en fait, j'étais dans le déni avant que je veuille, tu sais, quand j'ai commencé à mal dormir, puis à être pas capable d'être focus, concentré, puis capable de rien faire au niveau physique, j'étais comme, ça doit être une mauvaise passe. Puis quand on me dit, c'est la pandémie, tu sais, j'ai voulu me réconforter aussi là-dedans de dire, ça va passer. Mais clairement, une année, il a fallu que je me rende à l'évidence que c'était pas la pandémie, puis que ça allait pas passer. Puis après ça, je suis tombée dans un mode, je veux vraiment savoir ce qui se passe. Parce que quand tu es dans le néant puis que tu sais pas ce qui se passe, tu as bien beau vouloir envisager toutes les solutions possibles, mais tu sais pas lequel est bonne. Ouais. Fait que je voulais savoir. J'étais comme, peu importe ce qui se passe, je veux savoir ce qui se passe, puis à partir de là, je vais être capable de me faire un plan. Puis quand le diagnostic est tombé, j'étais heureuse d'avoir un diagnostic enfin. Ouais. Puis là, je pouvais commencer à construire là-dessus. OK. Quand j'ai eu le diagnostic, c'est de me dire, peu importe par où il faut que je passe, je veux retrouver la Josiane avant d'avoir cette maladie-là. Puis le parcours a pris 3 ans et demi. Oui. Fait que, tu sais... Tu avais un objectif, par contre. Il était clair, puis ça, je m'étais juré à ce moment-là que j'allais aller jusque-là, peu importe le temps que ça allait prendre, mais dans ma tête, ça allait être beaucoup moins long que ça. Si on m'avait dit, Josiane, c'est un objectif ambitieux qui va prendre entre 3 et 4 ans, j'aurais fait « Oh non, je peux pas faire ça, c'est bien trop long. » Pas le savoir d'abord. Exact.
Mais il y a eu un gain, il y a eu des résultats positifs à travers le 3 ans et demi qui ont gardé ma motivation, qui ont gardé, fait qu'il y a tout ça qui a fait en sorte que, puis il y a tout aussi mon réseau de soutien, mes enfants, mon conjoint, mes amis les plus proches étaient tous au courant de ça, puis étaient tous là pour me soutenir de quelque manière que ce soit, parce que, quand t'es quasiment, quand j'ai commencé à être médicamentée, j'étais juste capable de faire ma journée de travail, là, le soir, les fins de semaine, il fallait que tu m'oublies, là. J'avais plus d'énergie pour rien faire, là. Puis, quand t'as une famille, ben, c'est le ménage, c'est le lavage, c'est l'épicerie. Fait qu'il y a mon conjoint qui en a mangé une solide pendant plusieurs mois. Ouais. Fait que si on n'avait pas été ensemble là-dedans, ben, probablement qu'aujourd'hui, on ne serait plus ensemble, parce que c'est quand même assez intense pour le couple puis la famille. Fait que il y a ça aussi qui a joué. Je pense que dans n'importe quelle situation, c'est ton réseau de soutien que tu dois mettre à profit. Tu peux pas y arriver seul. C'est pas possible. C'est pas un parcours possible seul. Juste au soutien émotionnel et mental, même si tu es capable de tout seul arriver à faire les étapes pour mieux aller, ultimement, tu vas avoir besoin d'un soutien émotionnel et mental pour te sortir de tes émotions plus négatives. Puis quand ça va moins bien, pour garder ta motivation, ça fait partie, le réseau de soutien est là pour ça aussi. Ouais. Fait que oui, je suis passée par beaucoup de gammes d'émotions, la frustration, frustrée de ne pas être capable de faire ce que je faisais, frustrée d'avoir cette maladie-là, frustrée d'avoir pris autant de temps à réaliser que ça n'allait pas, parce que j'aurais clairement pu aller là plus rapidement qu'en mars 2020. Mais tu sais, après ça, quand tu sors de cette émotion-là, tu es comme plus capable de normaliser puis mettre les choses dans le bon ordre puis de me dire, ben c'était ça. Il n'y a rien d'autre que j'aurais pu faire à ce moment-là. Mais là, ce que je pouvais faire, par exemple, sur quoi j'avais le contrôle, c'est comment j'allais vivre le reste des choses. Exact, oui. Et comment je pouvais influencer aussi tu as choisi comment tu allais le vivre. Exactement. Puis quand j'ai eu le diagnostic, puis je suis passée à travers toutes ces émotions-là, c'est le choix que j'ai fait, c'est de rester dans le positivisme et de m'entourer adéquatement pour pouvoir retrouver ma condition la plus proche possible de où j'étais avant. Mm-hmm. Puis là, je peux dire que aujourd'hui, là, je suis quasi, je dirais 98%. Puis ça, ben, il y a le facteur âge aussi qui joue là-dedans. Malheureusement, j'ai pas encore de remède pour me remettre à 25 ans, mais tu sais, je suis... Non, mais la déclinaison se fait naturellement. Exact. Je suis plus dans le catalyseur de déclinaison. Là, je suis dans un déclin normal là, au niveau... Oui, ça, c'est correct. Là. Ça, je l'accepte que... Exact. Anyways, il faut tous l'accepter un jour, peu importe si tu as de conditions médicales ou pas, mais je suis redevenue dans ma normalité. Oui, OK. Mais c'est ça. C'est encore une bataille au quotidien. Hein? Il faut que je fasse des choix de vie. Puis une chose que j'ai appris énormément là-dedans, c'est que moi, avant, là, je pouvais rouler 300 km/h sur la voie de gauche, puis il n'y en avait pas de problème. Puis j'avais pas besoin de m'arrêter pour mettre de l'essence ou pour faire vérifier le moteur ou la mécanique du véhicule. Tout se faisait naturellement. Aujourd'hui, il faut que je me tasse dans la voie de droite, puis il faut que je mette des moments de recharge dans ma vie. Puis chose que j'ai appris beaucoup, c'est il faut que tu fasses autant de moments de recharge que tu fais de retrait. C'est comme un guichet automatique, ça. Hein? Si tu fais que des retraits, de manière, il n'y aura plus d'argent. La banque va t'appeler pour te dire que ça ne fonctionne plus, puis ils vont te mettre en collection. Ouais. Mais c'est la même affaire. L'énergie dans la vie, si tu fais juste faire des retraits puis tu ne fais pas de dépôt, ultimement, tu vas te ramasser dans une situation indésirable. Puis tu sais, quand je dis ça, le monde dit « faire des dépôts, recharger tes batteries, ça veut dire quoi? » Mais tu sais, des fois, prendre un break de 15 minutes de ton ordinateur le midi puis prendre le temps de manger assis ou dehors, ça, c'est un moment de recharge. Puis des fois, on le minimise, ces moments de recharge-là. Tu sais, prendre 5 minutes par heure et demie travailler devant ton écran, c'est un moment de recharge aussi. Marcher, aller aux toilettes. Tu l'as-tu fait? Oui? Oui, OK. Oui, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix aujourd'hui. Surtout avec la pandémie, là, où on était beaucoup derrière nos écrans. Oui. Puis l'autre aspect que j'ai pas intégré à ça, c'est que moi, j'ai fait un MBA à travers tout ça. Ah, ben oui, pourquoi pas. Que j'ai commencé en septembre 2020. OK. Pourquoi pas? Ben, me disant que j'allais gérer ma situation rapidement, puis que je serais sûrement correcte rapidement.
Puis c'est ça, ça finit en décembre 2023. Fait que oui, j'ai pas eu le choix d'intégrer ça. Félicitations. Ouais. Aujourd'hui, je suis comme, je me l'ai pas joué facile, mais Ouais. ça, c'est ma personnalité qui est comme ça, là. Mm-mm. Mais toujours pour dire que, ouais, ça, des moments de recharge, c'est nécessaire. Puis maintenant, je suis pas juste, je prends des vacances l'été et je prends des vacances à Noël. Il y a des vacances entre les deux aussi. Puis des vacances, des fois, pour moi, c'est une longue fin de semaine. C'est de 4-5 jours. Pour moi, ça va être des vacances. Ouais, Je vais faut prendre... t'écouter, là. Oui, je suis vraiment plus à l'écoute parce que sinon, je vais Tu vas retourner. crasher. Oui, je vais crasher. Puis ma maladie auto-immune est toujours là pour me rappeler ça. Si je suis trop fatiguée, les anticorps vont s'activer puis ils vont se mettre contre ma glande thyroïde. Ouais. Donc, la fatigue, trop de stress aussi, trop de cortisol dans mon sang va venir activer les anticorps, trop de gluten, trop d'alcool, trop, tu sais, tous les extrêmes de ce monde qu'on peut aller, qu'ils soient alimentaires ou non. Pour moi, maintenant, c'est plus possible d'aller là. Ouais. Donc, il faut vraiment que je fasse attention. Le sport, est-ce que... Le sport, c'est un inflammatoire pour le corps. Donc, OK. oui, trop de sport d'intensité élevée. Ah, tu sais, OK, comme ce que tu faisais. le triathlon. Oui, la marche à pied, peut-être que c'est pas un sport à intensité élevée. Mais mettons, le triathlon... Qui fait un triathlon? Aide-moi. Fait que c'est ça. Ça aussi, c'est très inflammatoire pour le corps parce que ça demande quand même quelques heures d'entraînement par Oui, semaine. c'est ça. Maintenant, le muscle est fatigué. Fait que c'est, tu sais, Ouais. trop, c'est comme pas assez. Ouais. Fait que maintenant, c'est ça. Je suis plus dans... Le biathlon. Non, en fait, ça fait, à cause du MBA, j'en ai pas fait, ça fait 3 ans. OK. Mais je fais encore du vélo de route, je fais encore de la Ouais. course à pied, je fais encore de la nage. Juste séparé. Séparé, mais tu vois, l'année prochaine, je veux recommencer. Mais tu sais, à faire du triathlon, mais moi, avant, je faisais de l'olympique. Ah, Là, oui. je vais faire du sprint. Fait que tu sais, ça demande beaucoup moins d'entraînement, puis c'est beaucoup moins intense pour le corps. OK. Fait qu'on va voir si je suis capable de l'absorber. Puis je suis encore dans l'ouverture de me dire peut-être que c'est plus un sport que je peux pratiquer. Parce que tu sais, oui, il y a toujours cette prise de conscience-là qu'il faut que tu fasses. Là, tu sais, Ouais. c'est des essais-erreurs. Il faut que tu sois à l'écoute de ton corps, puis à l'écoute de ta tête aussi, puis de ton cœur, tu sais. Mais c'est beaucoup de l'acceptation de soi, je pense, qu'il faut faire là-dedans. De l'amour pour soi. Oui, se donner Ouais. de l'amour. Ouais. Oui, beaucoup. Oui, parce que toi, ton corps, il t'attaque. Oui, Fait qu'il faudrait peut-être qu'il donne de l'amour. ouais, fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment là-dedans, mais Ouais. c'est une bataille au quotidien, dans le sens où faut toujours que je me le rappelle. Ouais. Puis, Ouais, ça je- vient pas tout seul. Non, puis je suis pas meilleure qu'une autre. Là. Des fois, Non. je vais glisser dans quelque chose qui est « Ouh Bien là plus là facile à dire qu'à faire. Ça, Ouais. c'est clair. Puis si tu avais un message à donner à quelqu'un qui se fait diagnostiquer aujourd'hui avec cette condition-là, tu pourrais lui dire quoi? Je pourrais lui dire 3 choses. 1, donne-toi un objectif que tu vas atteindre là-dedans, dans le sens où, maintenant que tu sais ce que tu as, tu sais, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas te sentir mieux, tu sais, vers où tu vas aller, c'est quoi ta vision là-dedans? Te donner de l'espace et du temps pour l'atteindre, cette vision-là. Puis quand je dis de l'espace, ça, c'est des moments où tu vas pouvoir accepter que tu es là-dedans, que ça va pas nécessairement aussi bien que tu le voudrais, puis d'accepter que tu es dans un moment présent qui va passer, mais c'est dans l'action que tu vas découvrir un peu comment tu vas y arriver, puis de t'entourer. Le 3e, ça serait ça, de t'entourer puis d'essayer des choses. Parce que, tu sais, moi, j'ai un parcours où j'ai essayé des choses qui ont bien marché, qui ont moins bien marché, mais il y a des choses que moi, j'ai essayé qui ont moins bien marché pour moi, puis qui pourraient marcher mieux pour d'autres personnes. Fait que c'est se permettre d'essayer, puis d'avoir, oui, des succès, puis d'avoir des moins grands succès, de dire, OK, ça, c'est peut-être pas pour moi, puis de t'entourer. Fait que quand on est bien entouré, on est capable d'avoir un peu le reflet de ce qui est en train de se passer. Puis ces gens-là, avec lesquels on s'entoure, sont supposés d'être capables de faire ça avec nous. Mais ça prend beaucoup de capacité d'être vulnérable, donc de nommer les choses, de nommer comment on se sent, de nommer comment on voit les choses, de nommer ce qu'on trouve difficile, ce qu'on trouve facile. Donc, de la vulnérabilité, ça, c'est hyper important dans un parcours comme ça. De l'authenticité, donc envers soi-même, mais envers les autres aussi. Ouais. Puis, je pense que tu l'as nommé, Roxane, de l'amour propre. Tu sais, de se donner de l'amour. Parce que je pense qu'on peut être très difficile envers nous-mêmes quand on vit des situations comme ça. Ouais. Tu tapes le clou sur la tête. Là. Oui. Ouais. Oui. Fait que ça, je pense que c'est des ingrédients essentiels là, pour passer au travers parce que
c'est pas facile au niveau mental, émotionnel et physique, la maladie. Puis souvent, on sous-estime l'aspect émotionnel et mental parce que souvent, c'est le physique en premier qui va nous parler. Oui, exactement. Ben, des fois, c'est l'émotionnel qui le fait sortir en physique, mais il est là. Tu sais. Mhm. Mais toi, essentiellement, c'est ton changement alimentaire qui a vraiment été la chose la plus importante dans le traitement de ta condition, en plus du médicament, là, évidemment, mais c'est vraiment ça, là, le gluten, le lactose qui t'a aidé, puis l'accueil de ça. Ben, est-ce que tu as suivi, est-ce que tu es allé voir des psychologues? Est-ce que tu as eu des traitements de ce genre-là? Parce que je te sens très alerte, puis au courant. Tu es capable de parler de ta condition, de tes émotions. Tu es capable de mettre des mots de comment tu te sens. Donc, je pense que tu as fait un cheminement aussi en dedans de toi. Là. Donc, est-ce que tu as eu de l'accompagnement vers ça ou c'est quelque chose que tu avais déjà comme outil? À proprement dit, un accompagnement avec un psychologue que je rencontre à une fréquence régulière, non. Ouais. Mais moi, j'ai la chance, de par la profession que j'ai, tu sais, moi, j'œuvre en développement des compétences au niveau des gestionnaires et dans des transformations organisationnelles où on aborde le changement avec un angle de la psychologie humaine, donc gestion du stress, gestion des préoccupations, compréhension des émotions. Donc, j'ai autour de moi des psychologues organisationnels, des intervenants en santé mentale. Donc, veux pas, quand je dis mon réseau de soutien, ils en ont fait partie. Ouais, c'est ça. Des gens avec qui j'ai eu des conversations, avec qui j'ai été capable de comprendre ce que je vis, de les nommer aussi, puis de les accepter. Donc, j'ai eu cette belle réceptivité-là de mon réseau. Okay. Mais aujourd'hui, avec du recul, si eux, ils n'avaient pas été là, je crois sincèrement que j'aurais fait appel à un professionnel de la santé, soit santé mentale, soit psychologue, dans ce créneau-là. Parce que c'est pas toujours facile de nommer ses émotions. C'est pas toujours facile de les accueillir. Puis on veut pas toujours en premier le faire avec des gens qu'on connaît. Hey, Josiane, c'est vraiment intéressant. J'espère que ça vous a allumé des petites lumières. Si vous êtes fatigué, non, c'est pas vrai. Immédiatement. Non, mais vraiment, merci beaucoup de ton partage. Moi, je suis fascinée encore une fois comment, dans ton cas, l'auto-humain est particulier au niveau de l'alimentation. C'est ce que je remarque, en tout cas, selon ce que j'entends. Donc, on n'a pas la meilleure alimentation. Puis j'en parlais avec quelqu'un qui a fait le podcast, puis, tu sais, on disait que le système pharmaceutique, le gouvernement, ils vont nous payer les médicaments et tout ça, versus ils vont pas nous payer le pain sans gluten, tu sais. C'est vrai, ça. Ouais. Mais oui, il y a beaucoup, je crois que notre alimentation aujourd'hui vient teinter énormément les enjeux de santé qu'on vit. Plusieurs enjeux de santé peuvent être réglés par l'alimentation. Puis là, je le dis sous toute réserve parce que je suis pas médecin, je suis pas XYZ, mais moi, je l'ai vécu. Oui, c'est ça. Puis un déclencheur de ma condition de santé qui va beaucoup, beaucoup mieux est mon alimentation. Exactement. Fait que oui, puis c'est vrai que, parce qu'on se le cachera pas, là, manger sans gluten puis sans lactose... C'est bien moins cher qu'un médicament, tu sais. Oui, mais coûte plus cher aussi que manger normal. Oui, fait que, exact, ben oui. Si, tu sais, moi, j'en ai qui me l'ont dit, je devrais manger sans gluten, mais parce que je peux pas me le permettre financièrement. Ouais. Puis, tu sais, là, on réglera pas tous les maux de la planète aujourd'hui, mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui peut avoir un impact là-dessus, c'est de se dire, on est-tu capable au moins de venir soutenir à un certain niveau? Après ça, qu'est-ce que tu décides d'acheter comme sans gluten et sans lactose, c'est ton choix, mais on peut, comme un médicament de base, venir soutenir un certain pourcentage, puis le reste, ça appartient à tous et chacun, le niveau dans lequel ils veulent aller. Mais oui, tout à fait, parce qu'on est pour des gens qui ont un diagnostic dans lequel l'alimentation inflammatoire a clairement une place. C'est ça. Aidons ces gens-là à pouvoir aller mieux, tu sais. Tout à fait. Parce que oui, moi aussi, dans mon entourage, j'en ai beaucoup que l'alimentation est un facteur clé d'aller mieux, point de vue santé. Absolument. Fait que voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions pour elle, vous pouvez m'écrire. Je vais transmettre. Et si vous voulez suivre
Mon Instagram, c'est à part les pommes, évidemment. Vous pouvez vous abonner au YouTube, ça l'aide tout le temps, si vous le faites. Et puis, là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup encore d'être venu. Merci à toi, Roxane. Bye. À la prochaine.